All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Mr. McCloskey, please proceed. Le président, M. McCloskey, veuillez poursuivre, M. McCloskey, merci. Opération de meurtre. L'exécution sommaire de plus de 7000 hommes et garçons musulmans et l'opération consistant à expulser les femmes et les enfants aux dates du 12 et du 13 juillet était en fait une action majeure qui consistait de 2 opérations interconnectées et je fais référence à ces opérations comme étant opérations de transfert forcé et de meurtre, toutes les deux destinées à se débarrasser de la population entière de Srebrenica, ce que nous avons défini dans l'acte d'accusation comme étant l'entreprise criminelle commune pour éliminer. Et nous parlons de ces 2 opérations de façon séparée, mais comme vous le savez, vu les moyens de preuve, ces opérations sont interconnectées et en particulier pour ce qui est des opérations au 12 et 13 juillet, il faut les donc considérer comme 2 opérations qui sont très reliées entre elles et qui font la base de l'entreprise criminelle commune pour éliminer. Pour ce qui est des arguments que je vais présenter aujourd'hui, j'ai divisé donc ces arguments de l'accusation concernant l'opération de meurtre en 4 chapitres. D'abord, l'exécution en masse du 13 au 23 juillet et au-delà de ces dates-là, de plus de 7000 hommes et garçons de Srebrenica. Le deuxième, les moyens de preuve identifiant les auteurs de ces crimes. Il s'agit exclusivement des officiers du BRS, de la BRS et du MUP, et qui étaient placés sous le commandement de Ratko Mladic. Troisième, la présence, le comportement et les actions du général Mladic du 11 juillet jusqu'au 17 juillet. Il a commandé les unités qui se trouvaient sur le terrain et également de Belgrade. Ces 3 chapitres sont la base et les fondements pour ce qui est de prouver la responsabilité criminelle de Mladic. Mais il y a également autre chose dans le cadre du chapitre 3 et je l'appelle chapitre 4. Il s'agit des évidences, des preuves accablantes montrant l'implication de Mladic à la planification, aux ordres et à la supervision des meurtres en masse. La défense, semble-t-il, accepte dans une certaine mesure qu'il y avait des meurtres qui se sont passés dans cette période de temps pertinente, mais ils avancent que le nombre de victimes de ces meurtres est gonflé et qu'il s'agissait la plupart des gens qui donc étaient victimes de ces meurtres en masse. La défense est d'accord pour dire que, ainsi que l'accusation, dans certaines mesures, que Bera et Popovic et d'autres officiers de sécurité étaient de façon significative impliqués à ces meurtres. Krstić a joué un rôle important dans ces crimes et je comprends que la défense est d'accord avec l'accusation concernant l'endroit où se trouvait Mladic du 11 juillet au 16 juillet, dans la soirée du 16 juillet, et je crois que la juge Moloto, est-ce qu'il s'agit du 6 juillet? C'est la soirée du 16 juillet. Je pense qu'ils sont d'accord pour dire que Mladic se trouvait en Bosnie en service à la date du 11 juillet jusqu'à l'après-midi du 14 juillet, au moment où il a franchi la frontière avec la Serbie. Pourtant, la défense, d'une façon impossible, omet Mladic ainsi que ses unités de ces crimes en affirmant qu'il n'était pas au courant de cela et qu'il n'a pas été impliqué à des meurtres en masse, que lui et le VRS ou les forces de la police
n'étaient pas au courant de cela, à l'exception faite de quelques officiers chargés de la sécurité. Donc, pour ce qui est des points de désaccord entre la défense et l'accusation, ce sont les identités des auteurs de ces opérations de meurtre, le commandement de Mladic et les liens qu'il avait avec ces opérations. Selon l'expert militaire de la défense, ils ont conclu que ces meurtres ont été commis par, je cite, des groupes paramilitaires auto-organisés de la poitrinier et des criminels qui étaient connus en tant que criminels de la période avant la guerre ou qui se sont vengés, qui ont probablement commis en coopération avec certains officiers chargés de la sécurité ces crimes et qui n'avaient pas d'autres implications des forces de la VRS ou du MOUP placées sous le commandement de Mladic. Et CD 1661, page 232. Nous avons posé la question de savoir qui étaient ces auteurs, les auteurs de ces crimes, qui avaient fait cela. Et malgré cela, donc, ils n'ont pas dit qui c'était. Ils affirment que, malgré le fait que Mladic se trouvait en fonction aux endroits qui se trouvaient à la proximité des sites de crime, ils n'étaient pas au courant du fait que ces forces avaient été commis des crimes. D'abord, l'exécution en masse. Les preuves concernant les crimes sont accablantes. Vous avez reçu ces moyens de preuve de première main, dans beaucoup de cas des survivants, dans beaucoup de cas des bourreaux également, qui étaient originaires de la même région que ceux qui avaient été assassinés. Cela est étayé par les moyens de preuve fournis par la médecine légale, l'enquête de médecine légale sur place, par les vues aériennes, par les moyens de preuve concernant le mouvement des véhicules, par les témoignages de témoins des exhumations des charniers sur le territoire de Srebrenica. Et jusqu'ici, à peu près 6 000 victimes de meurtre de ces fosses communes ont été identifiées, et vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont toujours portées disparues, nous attendons à ce que le chiffre total dépasse le nombre de 7 000 personnes tuées. Donc, la défense a mis en question seulement les exécutions près de la rivière Yadar et à Terska, ensuite le meurtre des patients à Milici, et ils ont dit que les meurtres en masse à Kravica étaient commis en représailles, puisque un soldat du MOUP a été tué par un prisonnier musulman. Donc, ils se sont vengés du meurtre de ce soldat du MOUP, et je vais donc me fonder sur notre mémoire en clôture pour ce qui est de l'analyse détaillée de ces cas, mais je vous rappeler les preuves concernant les meurtres près de la rivière Yadar, ce que nous avons dit dans nos arguments, conformément à l'article 98 bis, et dans notre mémoire en clôture, ce sont les paragraphes 1426 à 1435. Vous allez vous souvenir du témoignage du survivant RM 314, de son gestuel, de toutes les preuves qui étayaient son témoignage, disant qu'il avait été capturé, amené jusqu'à la rivière, on lui a tiré dessus, il est tombé dans la rivière, mais il a réussi à se sauver. La défense présente de façon erronée la signification du terme latin vulna explosiva dans son dossier médical. Ils ont dit qu'il s'agissait d'une blessure par éclat d'obus, mais les preuves présentées ici ont démontré le contraire, et que ce thème décrit la blessure de cette victime et ne fait pas référence à la cause de la blessure de cette victime. C'est ce qu'on peut voir dans le dossier médical. S'agissant de Cerska, le meurtre de 150 hommes de Srebrenica, même s'il n'y a pas de survivants à cette exécution, les témoins, les preuves médico-légales et les preuves de l'opération de nettoyage du 17 juillet ordonnée par Mladic à Keserovic prouvent que les 150 musulmans capturés lors de l'opération de balayage du 17 juillet ont été exécutés à Cerska le 17 ou le 18 juillet. Reportez-vous à notre mémoire au paragraphe 1341, 1347 et 1540 à 1545. Le nœud de l'affaire pour Cerska consiste à déterminer la date à laquelle Kerezovic a reçu l'ordre de Mladic de mener l'opération de balayage. Nous avons prouvé que Mladic a donné cet ordre-là à Keserovic la nuit du 16 juillet, après le retour de Mladic de Belgrade. Dès lors, le meurtre des 150e
des 150 victimes de Tcherska est le résultat direct de l'ordre de Mladic. Si Keresovic a refusé de confirmer son témoignage selon lequel il avait reçu l'offre le 16 juillet, il n'a pas dévié de son récit selon lequel il a reçu l'ordre personnellement de Mladic la veille de son départ à Bratunac. Nous avons prouvé que Keresovic s'est rendu à Bratunac le 17 juillet, prouvant ainsi qu'il avait reçu l'ordre de Mladic à Tcherna Rijeka la nuit du 16. Ce qui relie directement Mladic au meurtre de Tcherska. Rappelez-vous, le jeune homme qui avait été pris dans l'opération de balayage du 17, il a identifié des gens qu'il connaît qui ont été trouvés parmi les 150 de Tcherska, et ces personnes ont été tuées du fait de l'opération de nettoyage qui avait été ordonnée, qui s'est produite au centre au milieu de la période de l'opération de meurtre pour Kravitcha. La situation est complexe avec plusieurs preuves, plusieurs formes de preuves qui s'enchevêtrent. Vous vous souviendrez du meurtre de masse de 800 à 1000 personnes à l'entrepôt de Kravitcha peu après le départ de Mladic de la prairie de Sandichi, une heure plus tôt, pareil, sans doute. Nous avons des preuves qui proviennent de survivants, de témoins, du MOOP, de vidéos, de transcription de vidéos, de M. Lachik, etc. Nous avons analysé de près cette preuve dans notre mémoire et je ne vais pas passer cela en revue parce que c'est trop complexe pour le moment. Il faut savoir que la défense et l'accusation semblent être d'accord pour dire qu'un prisonnier musulman a pris le fusil d'un garde du MOB et l'a tué. Ensuite, un autre soldat du MOB a pris le fusil des mains des musulmans, se brûlant avec le canon. La différence est que la défense estime que c'est la mort de ce soldat qui a donné à cette folie meurtrière, alors que pour l'accusation, cet incident était organisé et l'exécution répondait à ses ordres. Et le soldat s'est brûlé la main bien après le début des exécutions. Il s'agissait d'un geste désespéré d'un musulman qui voyait des exécutions qui se faisaient autour de lui. Pour comprendre Kravitcha, il faut comprendre la preuve qui montre que la brûlure des mains n'est survenue n'aurait pu survenir qu'à l'est de l'entrepôt, bien longtemps après les tueries à l'ouest de l'entrepôt. On peut le voir en écoutant les deux témoins survivants, RM 256 qui était à l'ouest et RM 274 qui était à l'est. Et il faut également bien regarder la vidéo de l'arrivée de Borovkanin sur place. Alors, ces survivants et ce récit présentent des différences, mais également des similitudes. Et si on combine cela avec toutes les preuves, il est évident que ce n'est pas le fait que le soldat se soit brûlé les mains qui a été le point de départ des exécutions. Pour notre analyse du meurtre des patients de Milici, veuillez vous reporter à notre mémoire au paragraphe 1375-1368, où nous expliquons les preuves qui démontrent que Popovic a éloigné 10 musulmans gravement blessés de la brigade de Zvornik le 23 juillet. Il les a fait tuer et les documents médicaux identifient qui sont ces personnes. Il ne fait aucun doute que Popovic les tenait le 23 et qu'il a ordonné l'exécution ce jour-là et qu'ils ont été emmenés et tués. Mais revenons-en à notre thèse principale. Comme je l'ai dit, en plus des crimes dont j'ai parlé, la défense et leurs experts n'ont pas remis en cause les grands sites d'exécution
et s'est borné à dire que certaines des personnes exhumées des fosses communes étaient des victimes de guerre, mais il n'y a aucune preuve qui montre qu'il y ait des victimes autres que des victimes de meurtre dans les fosses communes de Braniewo, Kozluch et au barrage de Petzovi, au Rabatz et dans les sites secondaires qui viennent de ces fosses communes énormes. Seule la fosse de Glogova contenait des victimes qui sont décédées dans des circonstances inconnues, combats, meurtres ou autres. Et Glogova était utilisée, vous savez qu'elle se trouvait le long de la route. Il est impossible de savoir combien de corps se trouvaient le long de la route et combien de personnes sont mortes dans des circonstances que nous ignorons. Ce que nous savons, c'est que Glogova contenait toutes les victimes des 800 à contenait les 800 000 victimes de l'entrepôt de Kravitsa et ainsi que les corps des victimes des écoles de Bratonats, bien plus de 50, même si les circonstances, compte tenu des circonstances du carnage, nous n'avons pas pu donner des numéros précis. Donc non seulement il n'y a pas de preuves qui soutiennent les affirmations de la défense en ce qui concerne les victimes de guerre, mais il n'y a aucune raison pour laquelle la VRS se serait lancée dans un tel projet. Les zones de conflit étaient éloignées, boisées, inaccessibles, ce qui reflète l'itinéraire emprunté par la colonne pour éviter les forces serbes. Des corps dans ces zones éloignées ne représentaient pas un danger sanitaire tel qu'il fallait engager des hommes et des ressources. Les bois étaient denses, inaccessibles et contenaient des musulmans désespérés qui étaient piégés après la chute de Srebrenica. Certains d'entre eux étaient armés. Il y avait également des mines. Il y avait une menace pour quiconque s'aventurait dans la zone. Enfin, les fosses communes étaient très éloignées de la zone de conflit. Oraovac était la plus proche, 5 km, mais le terrain était accidenté. Il n'y avait aucune raison pour laquelle il fallait aller extraire des corps qui ne posaient aucun danger à l'aide de camions et de ressources. C'est absurde. Donc cette ligne de défense n'est pas étayée et dénuée de tout bon sens et doit donc être rejetée. Chapitre 2 à présent. Les forces qui ont commis ces crimes. Dans le chapitre de leur mémoire relatif à Srebrenica, la défense affirme que le colonel Behara, Popovic, Nikolic ont joué des rôles importants pour organiser et exécuter l'opération de meurtre. Nous sommes tout à fait d'accord. Toutefois, après avoir quelque peu reconnu l'implication de Behara et Popovic, la défense déraille et prétend que les meurtres n'ont pas été exécutés par les forces de Mladic, mais par des groupes paramilitaires auto-organisés, des groupes de justiciers dont la famille avait été tuée. Ces paroles de l'expert Kovac sont davantage les paroles d'une partie qui était au désespoir et se sent prise au dépourvu, davantage qu'un argument ou une évidence tenant la route. Il n'y a aucune preuve montrant que des personnes répondant à des descriptions aient joué un quelconque rôle dans l'opération, étaient présentes dans la zone. Lorsque on lui a demandé de citer un tel groupe en contre-interrogatoire, Kovac n'a pu nommer que des scorpions. Compte rendu d'audience, page 41 855. Mais rappelez-vous le temps que nous avons consacré à examiner les documents. Vous avez vu les documents de la VRS, les graphiques et d'autres preuves qui montrent que les Scorpions étaient une unité du MOP serbe engagée dans des combats dans la zone de responsabilité du SRK, resubordonnée à la VRS et placée sous le commandement du corps de Sarajevo-Romania. Il y a
un document dont je ne parle pas dans mon mémoire, mais je me souviens que Dragomir Milosevic, dans ce document, disait « Nos forces sont ici ». Il parlait des Scorpions. Cela figure dans notre mémoire. That awful video. But please take care here. Sometimes, because Mais je ne vais pas vous montrer cette vidéo aujourd'hui, mais cette vidéo extrêmement claire. Et les musulmans viennent de manière si évidente de Srebrenica et nous n'avons pas exposé les faits, les détails de ce crime autant que nous aurions dû le faire. Nous l'avons fait maintenant, mais cela doit être fait pour montrer que cela faisait partie de l'opération de meurtre de l'entreprise criminelle commune visant à éliminer. Les preuves relatives aux officiers, unités et troupes qui ont pris part aux opérations de meurtre du 13 juillet sont exposées clairement dans notre mémoire en clôture, mais je vais vous présenter un résumé. Autour de Potocari se trouvait au commandement Mladic, Krstić et Borovčanin avec Popovic, Nikolic, Salapura, Jankovic, Kosoric, qui exécuté l'opération en utilisant des soldats et des officiers de la brigade de Bratinac, notamment la police militaire, la police spéciale de la RS, des membres du 65e régiment de protection, des membres du 10e détachement détachement de sabotage et d'autres. À Bratunac, du 11 au 13 juillet, Mladic était présent avec Krstić, Zivanovic, Popovic, Borovčanin, Radoslav Jankovic et tous les commandants de la brigade du corps des commandants de brigade du corps de la Brina qui ont participé à l'attaque de Srebrenica, Pandurevic, Blagojevic, Fortula, Trivic et d'autres. Dans la zone de Zvornik, le commandant adjoint de la brigade de Zvornik, Obranovic, a joué un rôle clé, ainsi que Pandurevic lorsqu'il est rentré de la bataille de Jepa le 15 juillet. Les officiers de brigade en service du 14 au 17 juillet ont pleinement participé à l'organisation des exécutions avec les commandants du 4e bataillon à Oravac, du 6e bataillon de Petkovici, du 2e bataillon de Rochevich et du 1er bataillon de Pilicha, les officiers, soldats et unités impliqués dans les meurtres de Zvornik sont trop nombreux pour être nommés. Le fait que la défense fasse abstraction de ces preuves volumineuses qui démontrent l'implication directe de la VRS et du MOUP souligne combien sa thèse est formulée en désespoir de cause et en dépit du beau sens. Peut-être que la semaine prochaine, nous entendrons quelque chose de nouveau. Chapitre 3. La présence de Mladic à Srebrenica, Bratunac et Zvornik à plusieurs moments entre le 11 juillet et l'après-midi du 14 juillet n'est pas contestée par la défense. Les preuves sont accablantes, bien entendu. Elles proviennent de témoins, de documents, d'écoutes téléphoniques et en particulier de vidéos de Mladic à Srebrenica le 11 juillet à l'hôtel Fontana, les 11 et 12 juillet, et à Potocari le 12 juillet, pour ne mentionner que quelques-unes des sources. Toutes ces preuves montrent clairement Mladic en uniforme, en service, au commandement, exerçant sa fonction de commandant. L'idée que Krstić était aux manettes a été clairement réfutée par M. Tiger et je ne reviendrai plus là-dessus dans les détails. La défense affirme dans son mémoire au paragraphe 643 que lorsqu'il se trouvait à un poste de commandement de corps, Mladic ne pouvait que conseiller le commandant de corps et ne pouvait se substituer à son autorité. C'est de cela que parlait M. Tiger lorsqu'il l'a précisément réfuté.
il a expliqué comment la chaîne hiérarchique de commandement fonctionnait. Donc je ne vais pas détailler cela. Je vais à présent aborder l'épreuve qui lie Mladic à la création et la mise en œuvre de l'opération de meurtre ainsi que les ordres qui ont été donnés. Nous allons commencer par les paroles fameuses qu'il a prononcées vers 5h30 le 11 juillet lors de son passage par la ville de Srebrenica. Il s'agit de la pièce à conviction P1147. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika. Nous voici ici le 11 juillet 95 dans Srebrenica, la Serbe, la veille d'une nouvelle fête, grande fête serbe. Nous donnons cette ville au peuple serbe comme au peuple serbe comme cadeau. Enfin, après la rébellion contre les Daïs, le moment est venu de se venger des Turcs dans cette région. Le moment est venu de se venger des Turcs dans cette région. Ces paroles doivent être prises au sérieux car 6 jours après qu'il les a prononcées, les officiers et les hommes de Mladic ont tué plus de 7000 hommes musulmans à Srebrenica. Revenons-en au soir du 11 juillet et de la réunion à l'hôtel Fontana. J'aimerais appeler votre attention sur les moments les plus importants de cette réunion à l'hôtel Fontana qui contribuent à révéler les intentions et les stratégies de Mladic ainsi que sa décision de massacrer les hommes en âge de porter les armes à Srebrenica dans la soirée du 11 juillet ou au début de la matinée du 12 juillet. Pendant la première réunion de l'hôtel Fontana, le 11 juillet, Mladic intimide Karemans et ses officiers qu'il menace en utilisant les mots de mort et en leur lançant diverses phrases vulgaires. Auparavant, nous vous avons demandé de prendre en compte cet élément de preuve pour montrer qu'il n'y avait pas eu de négociation à l'hôtel Fontana et que Mladic exerçait complètement son contrôle. C'est toujours le cas à ce moment-là, mais j'aimerais que, en cet instant, vous vous concentriez sur les mots prononcés par le colonel Karemans en réponse à Mladic. Après des cris et des menaces adressées aux officiers du bataillon néerlandais, Mladic finalement se calme et pose une question à Karemans. Je cite, « Que voulez-vous ? C'est vous qui avez demandé une réunion. Alors parlez. » Fin de citation. Et je vous indique au compte-rendu d'audience ce qu'a répondu le colonel Karemans. Karemans parle, je cite, « J'ai eu une discussion avec le général Nicolai il y a 2 heures. » Un peu plus loin, il déclare, je cite, « Et aussi avec les autorités nationales concernant la demande faite au nom de la population. C'est une demande parce que je ne suis pas en mesure d'exiger quoi que ce soit. Nous, le commandement de Sarajevo, a déclaré que l'enclave était perdue. » Fin de citation. Nouvelle citation de Karemans. Et la demande du commandant de la Bosnie-Herzégovine porte, disons, sur une négociation ou une requête en vue de retrait du bataillon et de retrait de ces réfugiés. Et s'il y a des possibilités en vue d'une aide à ce retrait, fin de citation. C'est ce que l'on voit dans la vidéo présentée durant le procès qui constitue la pièce P1147, page 17 du compte-rendu d'audience. Comme vous pouvez le constater, Karemans dit à Mladic que le commandement des Nations Unies a conclu que l'enclave avait été perdue et il demande que Mladic approuve le retrait du bataillon néerlandais et de plusieurs milliers de réfugiés de Potocari.
C'est un moment béni pour Mladic et Karadzic après des années d'efforts visant à déplacer les musulmans hors de la Bosnie orientale, qui en ont été uniquement empêchés en 1993 par la Fort-Pronu le 11 juillet. Mais à présent, la Fort-Pronu a cédé et elle demande à Mladic de les autoriser ainsi que d'autoriser la population musulmane à quitter Srebrenica. Mladic n'a pas abandonné n'a pas en fait donné à la Fort-Pronu un choix réel. Il avait plusieurs milliers d'otages musulmans à sa disposition qui se battaient pour survivre et il avait plus de 50 otages du bataillon néerlandais qui n'avaient plus la moindre option militaire autre que celle des Nations Unies ou de l'OTAN. Mais ce que je souhaite dire ici à votre intention, c'est qu'avec cette reddition complète, Mladic est désormais capable de se concentrer sur sa décision de déplacer la population par tous les moyens matériels possibles ou autres moyens possibles et de s'occuper des hommes en âge de porter les armes à Potocari et ailleurs dans l'enclave. Nous savons, à partir grâce au commandant adjoint de l'état-major principal de Mladic, chargé du personnel et des affaires relatives à la mobilisation, c'est-à-dire grâce à la déposition de Petar Skrbic, que Mladic en personne a ordonné des autobus tard dans la nuit du 11 juillet. Skrbic a témoigné à ce sujet dans les pages 13.984 et 13.985 du compte-rendu d'audience. Ce même soir, Mladic ordonne à Borovchanin de se livrer à l'assaut final sur Potocari dès les premières heures du matin du 12 juillet. Voyez le rapport de Borovchanin, pièce P724. Comme vous vous en souviendrez, Borovchanin et des éléments de la brigade de Bratunac ont procédé à cet assaut sans la moindre opposition sur Potocari le matin du 12 et ont rapidement pris le contrôle de la population musulmane et du bataillon néerlandais. Donc, sans aucun obstacle émanant des Nations Unies ou de l'OTAN, dans la soirée du 11 juillet, Mladic peut désormais regarder en face les hommes en âge de porter les armes qui vont bientôt se trouver sous son contrôle. La VRS a vu ces hommes dans la nuit du 11 juillet, en a rendu compte à Mladic, voir paragraphe 1159 de notre mémoire en clôture. Lors de la deuxième réunion tenue à l'hôtel Fontana avec un instituteur musulman, Nesib Manjic, nous voyons que Mladic se concentre sur l'armée musulmane de Bosnie, en insistant à de nombreuses reprises pour qu'une réunion se tienne le lendemain avec un représentant de l'armée musulmane. Suite à cette réunion, Mladic et Krstić dînent ensemble à l'hôtel Fontana, où ils passent tous les deux leur nuit, voir paragraphe 1174 et 1219 de notre mémoire en clôture. Les officiers du renseignement de Mladic, Radoslav Jankovic et Kosoric ont été vus sur les images vidéo de l'hôtel également. Vous vous rappellerez la déposition de Momir Nikolic qui explique ces faits en indiquant qu'ils avaient besoin de son aide, voir paragraphe 1176 de notre mémoire, ainsi que la déposition de Momir Nikolic en pages 11820 et 11827 du compte-rendu d'audience. Ainsi, la décision prise par Mladic de sélectionner, de trier les hommes de Potocari était en fait une décision de séparation visant au meurtre de ces hommes. Ceci est devenu manifeste très rapidement à partir du moment où cette séparation a commencé. Il n'a plus été question de tri concernant ces hommes. Il s'est agi d'une division par la violence la plus brute des hommes par rapport au reste de la population. Et cette séparation a concerné à de nombreuses reprises de jeunes garçons de 13 à 15 ans et même plus jeunes, ainsi que des hommes qui avaient largement dépassé l'âge de 60 ans. Tous ces hommes ont été regroupés dans des conditions inhumaines, dans une chaleur extrême,
privés de nourriture ou de médicaments et ne disposant d'une quantité d'eau à peine suffisante pour assurer leur survie, pour les maintenir en vie. Les documents d'identification ont été jetés